Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Et ça continue, vous avez appelé tellement nombreux entre 11h et midi que je vais encore donner la parole sur le sujet de la tenue uniforme à l'école. Je vais donner la parole à Jean-Luc qui est en Gironde. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Luc, vous êtes favorable à une tenue uniforme hein Oui, je serais plutôt favorable, effectivement. Et j'appelais, moi, pour parler de deux ou trois sujets qui, il me semble, n'ont pas été abordés. Allez-y. Dans le cadre de la psychologie liée à l'enfant. Alors, le premier point, parmi les besoins fondamentaux, si vous voulez, des hommes, hein, pour leur développement, il y en a un qui est très important, qui s'appelle le besoin d'appartenance. Oui. Alors, bien sûr, il s'exprime avant tout dans le milieu familial, mais il s'exprime ailleurs également. Et en particulier à l'école, où, si on regarde bien, finalement, l'enfant passe beaucoup de temps. Voilà. Donc, moi, il me semble que de développer cette notion d'appartenance à l'école ne peut pas être négatif. Voilà, ça, c'est le premier point. Le premier point. Deuxième point. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais insister également, et c'est ce qui m'a un peu désolé par rapport à, je dirais, aux interventions d'un certain nombre de personnes ce matin, c'est la notion d'enfant roi. Il y a eu beaucoup d'argumentaires développés autour de cette notion d'enfant roi, chose qui aujourd'hui est de plus en plus décriée par beaucoup de psychiatres et de psychologues, et je pense que ce ne sont pas des bons arguments. Je crois que l'enfant, quand on parle de sa liberté d'expression, etc., elle peut s'exprimer de plein d'autres façons que sur la notion de liée à l'habillement, si vous voulez. Oui, à l'habillement. On a parlé des marques, mais vous avez raison. Et troisième point, Jean-Luc? Non, le troisième point que je voulais aborder, ça a été dit par un intervenant là. Donc je connais bien, si vous voulez, parce que au plan familial, j'ai été amené à y aller souvent, mais oui. Je connais bien les dom-toms. Et effectivement, je voulais dire que quand on va en Martinique, à Tahiti, que je connais bien, oui. tous les enfants, ils ont une tenue qui d'ailleurs est extrêmement simple. Hein, et là aussi, c'est pas ça qui va grever le budget des gens. Hein. La tenue, c'est par exemple un t-shirt blanc avec un pantalon bleu. Point. Hein, oui. Voilà. Oui. Et donc. Voilà, je voulais intervenir. Bon. Vous avez eu raison d'intervenir, Jean-Luc. Merci pour ces 3 points. Jean-Luc Arès en Gironde. Il est 12h10. Je vais recevoir le professeur André Grimaldi. J'en suis très heureux. Médecin, endocrinologie et métabolisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Auteur d'un livre remarqué. L'hôpital nous a sauvés. Sauvons-le. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je suis très heureux de recevoir pour cette dernière partie de Parlons Vrai chez Bourdin le professeur André Grimaldi, qui est professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, cofondateur du collectif Interhôpitaux. Vous avez publié de nombreux livres et là vous publiez un livre que je trouve formidable parce que vous faites des propositions dans ce livre qui a pour titre L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le, aux éditions Odile Jacob. Bonjour d'abord. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, quand je regarde l'état de notre hôpital, de l'hôpital public, d'abord, j'entends partout dire l'hôpital public est mort, c'est fini, et pourtant, il existe toujours et il fonctionne encore, professeur Grimaldi. Oui, et on en a besoin. C'est-à-dire que si on croit que les crises sont derrière nous, après tout, on peut dire on fera avec autre chose que l'hôpital public. Si on pense que des crises sont devant nous, et je pense que la crise du Covid annonce d'autres crises, qui seront toutes des crises sanitaires. Hein. La crise climatique sera une crise sanitaire. Alors là, on a besoin d'un service public, mais un service public au service du public. Le paradoxe, c'est qu'on l'a vécu lors de la première vague du Covid. On a vu un service public comme on pourrait le souhaiter. Il n'y avait plus de compétition entre les soignants. Tous les soignants étaient au service du public. Le privé lui-même fonctionnait comme un service public et les gestionnaires étaient au service des soignants. Et il n'y avait pas de gaspillage. On manquait de tout.
C'est vrai. Il n'y avait pas de dépassement d'honoraires. Il n'y avait pas. Bon. Mais ce qu'il y a de terrible, et on en parlait avant de commencer cette émission, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on n'a tiré aucune leçon de la crise du Covid. Oui, ça c'est. Pour l'instant. Oui. On aligne des chiffres, on met un peu plus d'argent dans l'hôpital, mais aucune leçon pour réorganiser le fonctionnement de l'hôpital public. Là, vous avez raison, c'est-à-dire que le Ségur qui était censé faire ça a été raté, au sens où c'est devenu, disons, un Grenelle. Pourtant, le président de la République avait l'intuition de cela. Oui, d'ailleurs, il l'a toujours, puisqu'il a dit on va créer un CNR. CNR, ça évoque la résistance, la libération. Le Conseil national de la résistance. La résistance. Alors, Conseil national de la refondation. Simplement, c'est un mot. Et là, le ministre, lui, il dit non, le système est bon, il faut juste on va aménager. Ajouter 543 milliards là. Et puis 150 qui deviennent 400, puis 500. Oui. C'est-à-dire que ce système de santé, si vous voulez, c'est un vieux pneu qui fuit. Et alors, on met depuis des années des rustines partout. Et on en rajoute une rustine, vite une rustine, et on passe le cap. Oui, mais le système de santé fuit, l'hôpital fuit, et les soignants s'en vont. Oui. Parce que la principale fuite, elle est là. C'est-à-dire que le personnel qui fait vivre l'hôpital, le personnel qui donne le sang à l'hôpital, c'est le soignant. Et le soignant, il n'a plus envie de travailler dans ce cadre. Parce que les conditions de travail sont très dégradées, et il y a en plus une déception. Rappelez-vous, le 20h, tout le monde qui applaudissait les soignants. Et les soignants qui disaient, on retrouve le sens de notre métier, alors qu'on était complètement sans traitement, démunis. Bon, et après, on s'est dit, voilà, rappelez-vous les phrases du président. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Il y a des biens supérieurs qu'il faut mettre en dehors des lois du marché. L'État-providence n'est pas une charge, mais une chance quand le destin frappe. Oui. Il faudra prendre des mesures de rupture. Je les assumerai. Et pour qu'on soit convaincu, nous devrons nous réinventer. Moi, le premier. Oui. Puis tout ça est oublié. Regardons vos propositions. Parce que c'est bien beau de constater, mais proposer, c'est mieux. Première proposition, adopter en début de quinquennat un plan de santé publique sur 5 ans. Ça, je passe. On est d'accord. Deuxième proposition, réduire les actes et les examens inutiles doit aller de pair avec la suppression des rentes. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'examens inutiles et d'actes inutiles à l'hôpital. Oui, à l'hôpital et en ville. Et en ville, oui. Absolument. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'on a construit, en 1945, un système mixte, qui est assez unique au monde, à la fois public et privé. Mais il est mixte pour tout. Oui. Le financement, c'est à la fois la Sécu et des mutuelles. Ça, c'est une spécialité française. Pour le même soin, vous avez une double gestion. Oui, c'est vrai. Ça nous fait 7,6 milliards de frais de gestion des mutuelles et complémentaires, 6,9 milliards de la Sécu. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, c'est vrai qu'on a et la Sécu et la mutuelle. Pour le même soin. Pour le même soin. Donc et là on pourrait gagner, si on fusionnait avec une grande Sécu, resterait des assurances supplémentaires pour des soins de confort, pour des choix personnels, mais on économiserait des milliards de frais de gestion. Pour les frais de gestion, on est deuxième derrière les USA. Deuxième. Alors que pour les infirmières, on était 27e sur 32. Ah, bon. Alors, on est mixte, parce qu'il y a le privé en ville, libéral, et le public à l'hôpital et les centres de santé. Oui. On est mixte pour la gestion, puisque l'hôpital est géré par l'État, mais la ville, c'est géré par la Sécu, avec des négociations. Oui. Donc, et le handicap et l'aide à l'autonomie, ça, c'est les départements. Donc, on a créé un système. Donc, il faut refonder. Refonder. Le paiement à l'acte. Mais vous allez vous heurter à tous les corporatismes là, pour refonder. Le paiement à l'acte, il est adapté quand vous avez un acte simple, unique. Bon, vous vaccinez, c'est un acte. Ou si vous parlez à l'hôpital, une cataracte ambulatoire, c'est une cataracte. Vous pouvez pas en faire. Mais pour le suivi de maladies chroniques, le paiement à l'acte, c'est absurde. Alors du coup, vous avez des gens qui disent, mais oui, le paiement à l'acte, mais il est mal payé, 25 €, c'est dérisoire. Alors je connais un jeune médecin qui disait, attention, pour une question, une consultation. Pour 2 questions, 2 consultations. Et puis vous continuez comme ça. Puis on vous dit, on va vous payer à l'activité. Eh ben, faites donc des échographies de la thyroïde. Vous allez trouver plein de nodules. Et puis vous les enlevez. Alors, parmi les propositions que vous faites, et celle-là, je la trouve très intéressante, améliorer la qualité des soins en la faisant évaluer anonymement par les patients et les professionnels travaillant en amont et en aval.
et en publiant les résultats. Oui. Alors ça, c'est autre usine à gaz qu'on est en train de créer. On copie. Ça serait bien, effectivement, qu'on demande aux patients d'analyser absolument. le soin. Mais on est en train de créer une usine à gaz parce qu'on veut on copie les anglo-saxons, on va créer des indicateurs, on va passer des réunions pour des indicateurs. Par exemple, je vous donne un indicateur. Ne pas être réhospitalisé dans les 30 jours qui suivent votre sortie de l'hôpital pour une insuffisance cardiaque. Oui. Alors, les Américains ont fait ça. Ils payent l'hôpital si les patients ne sont pas réhospitalisés. Ah bon? Et ça marche quand ils font, parce que les anglo-saxons, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils évaluent ce qu'ils font. Ouais. Résultat, moins d'hospitalisation quand vous payez l'hôpital pour pas réhospitaliser. Puis ils regardent un autre indicateur, la mortalité dans les 30 jours qui suivent. Alors là, elle a augmenté. Donc quand les malades arrivaient à l'hôpital, on leur disait « Ah ben non, vous avez déjà été hospitalisé, on va vous surveiller quelques heures, vous rentrez chez vous. » Donc on rentre dans une usine à gaz. Alors que ce que je propose, c'est que les patients donnent leur avis, et surtout que les professionnels de l'amont et de l'aval qui travaillent avec. Vous savez qui connaît la qualité dans les hôpitaux? Non. Qui connaît le mieux la qualité dans les hôpitaux? Les internes. Les internes, oui. Mais ils y passent, ils disent, celui-là, le chirurgien, il heures et des heures. Mais voilà, ils y passent et ils savent. Alors, les gens qui sont en aval, qui sont ceux qui vont recevoir vos patients, ou ceux qui vous les adressent, ils savent, le médecin traitant, il doit savoir à qui je m'adresse pour la gastro-entérologie, à qui j'adresse pour la cardiologie. Alors, proposition 5, je vais vite, parce qu'il y a tellement de propositions. Assurer à tous les niveaux une co-gestion entre l'administration et les soignants. Oui. Oui, parce que ça, c'est le vrai débat qu'on devrait avoir. Oui. On a un débat sur l'État. Oui. Bon, on critique beaucoup. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut moins d'État ou est-ce qu'on veut mieux d'État? Bon, il y a tout un courant libéral qui dit qu'il faut moins d'État. La santé, c'est une marchandise comme une autre. Bon, le marché va réguler ça. Et puis, moi, je pense qu'il faut mieux d'État. Et mieux d'État, ça veut dire pas seulement la bureaucratie. Il faut que les professionnels interviennent. Il faut que les usagers aient des représentants. Et si vous avez une sécu qui est co-gérée, alors là, vous dites, faut augmenter les salaires des professionnels. Ah oui, d'accord, mais enfin, on a un budget, comment on fait? Alors, peut-être que les 20 à 30% de prescriptions et d'actes inutiles, c'est-à-dire les nodules de la thyroïde dont je parlais, faits pour rien, les chirurgies de l'obésité excessive, les examens qu'on prescrit, et je te dose la vitamine D, je te dose la vitamine D et la ferritinémie, allons-y. Bon, on a une médecine prescriptive. Alors, en plus, là, je veux dire, avec la crise climatique qui arrive, on a une responsabilité, parce que même le système de soins est responsable de 8% des gaz à effet de serre. Oui, c'est énorme. Entre les ambulances, les médicaments, c'est 40%. Bon, il va falloir une médecine sobre. Alors, vous proposez aussi de construire le service public de santé, de construire un service public de santé intégré ville-hôpital. Utilisation d'un dossier médical informatique partagé entre les professionnels. Oui, entre le médecin de ville et l'hôpital. Qu'on ait le même dossier qui nous suivent. Mais absolument. Mais je comprends pas que ce soit pas en place. Enfin bon. Alors, vous êtes assez sévère avec les généralistes, hein? Oui et non, parce que quand même. Attendez, il y a là, comme partout, et les hospitaliers pareil, dans les généralistes, il y a ceux qui veulent travailler en équipe, avec des infirmières, avec des médiateurs de santé, qui peuvent développer une médecine de terrain, une santé publique de terrain, qu'on a mis un temps pour dire aller vers. Vous vous rendez compte que dans le 93, qui est le département le plus jeune de France, c'est là que la mortalité pour le Covid a été le plus élevée, alors que cette maladie touche les gens âgés. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même, on est en route. Donc ça se fait en équipe. Alors il y a une partie des généralistes qui eux sont au combat. Ils créent des maisons de santé. Oui, il y en a qui sont au combat. Mais vous dites l'hôpital n'est pas destiné à assurer les soins de premier secours. Et ce qui est vrai, et notamment les urgences. Et pourquoi est-ce que les soins de premier secours ne sont pas assurés? Parce que les généralistes ne sont plus là, ou parce que ils ne remplissent pas totalement leur non, mais aussi parce qu'ils sont payés à l'acte. Alors quand vous êtes payé à l'acte, comprenez, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien la vaccination. Vacciner 25 €, bon, ça va, c'est un geste rapide. Mais quand on a dit qu'il faut que les pharmaciens vaccinent, les infirmières peuvent vacciner, les sages-femmes peuvent vacciner, les syndicats de généralistes on dit c'est pas question. Il faut que ce soit nous, se sont opposés. Parce qu'ils défendent un système dans lequel vous avez le paiement à l'acte de 25 €. Alors qu'on devrait Est-ce qu'ils sont noyautés par les syndicats? Ben non, mais les syndicats ont été un frein. En gros, ceux qui freinent, c'est un front du refus.
Hein. Corporatisme. Voilà. Par exemple, prenons un sujet d'actualité. La 4e année de médecine générale. Oui. Elle est parfaitement justifiée. C'est une discipline complexe. Il faudrait même 5 années de formation. Très bien. Mais pas, on les envoie dans les déserts médicaux. C'est pas la solution du tout pour les déserts médicaux. Qu'est-ce qui se passe face au ministre? Front du refus. Eh ben, il va à l'échec. Avant, Marisol Touraine, tiers payant. Très bonne idée. Les gens n'avancent pas d'argent. Mais avec 400 mutuelles, plus la Sécu, ingérable par les médecins. Oui. Donc, front du refus. Bon, on n'avancera pas comme ça. Oui, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. Voilà. Et puis, vous proposez aussi plusieurs mesures pour résoudre l'éternel problème des déserts médicaux, enfin, qui se pose de plus en plus. Écoutez, les déserts médicaux, ça ne peut pas être réglé par des syndicats libéraux, par les médecins seuls. Ouais. C'est un rôle de l'État. De l'État, c'est-à-dire des ARS, avec les hôpitaux, pour créer des équipes de soins qui permettent à des jeunes de s'enthousiasmer sur une médecine communautaire. Je prends l'exemple de Marseille. Les médecins sont dans les quartiers sud, les déserts sont dans les quartiers nord.